Attention, tu vas tomber. Attention, tu vas renverser ton verre. Mais fais donc attention. Concentre-toi un peu sur ce que l'on te dit. Fais attention quand tu traverses la rue, sinon tu pourrais te faire écraser. C'est toute la journée que nos enfants entendent ces injonctions, prémices de catastrophe, associées à ce mot d'attention ou de concentration. Tout cela n'est pas très encourageant, ne trouvez-vous pas? Et nous-mêmes, les adultes, sommes-nous toujours attentifs à ce qui nous entoure, à ce que nous faisons, à nous-mêmes, à nos proches et à nos enfants? Or, c'est bien de cette attention-là, sécurisante, rassurante et encourageante, dont ils ont besoin. Dans une activité de médecin pédiatre de CAMS, c'est-à-dire s'occupant de très jeunes enfants, je suis très fréquemment sollicitée par des familles et des professeurs qui s'inquiètent du manque d'attention de l'enfant, le présentant comme porteur d'un trouble du neurodéveloppement. Mais si nous savons diagnostiquer les troubles attentionnels, que savons-nous exactement de l'attention elle-même? Dans ma formation médicale, rien n'en a été dit. J'ai donc lu de nombreux mémoires et thèses et je me suis enrichie des présentations de Jean-Philippe Lachaud, chercheur en neurosciences cognitives, dont j'ai emprunté ici quelques images. Tout d'abord, je vous propose de comprendre les différences entre attention et concentration que j'ai illustrées par un petit schéma sous forme de petites étoiles. L'attention, c'est fixer l'objet d'étude et la concentration, elle, est dirigée vers une activité. Vous voyez ainsi ces étoiles de couleurs et de tailles différentes. Il est demandé à l'enfant de faire attention. Puis, on va lui demander de focaliser son attention sur les petites étoiles. Et donc, tout doucement, sa vision va écarter les étoiles environnantes de taille plus grande. Puis, on lui demande de fixer, d'avoir une attention sélective sur l'étoile jaune-orangée du milieu. C'est alors que vraiment on rentre dans la phase de concentration où l'enfant va focaliser son attention sur l'étoile et la voir ainsi scintiller. Cette image se rapproche de l'image même du cerveau, image que j'ai empruntée à un exposé de Jean-Philippe Lachaud, qui nous montre comment le cerveau attentif, ici celui de gauche, consomme de l'énergie, qui est traduite par ces zones orangées ou jaunes ou rouges, en différentes parties. Donc l'expérience en fait, il s'agit de lire des mots écrits en gris ou en blanc sur fond noir, et seuls les mots gris doivent être retenus. C'est ce que fait le cerveau que l'on voit à gauche. À droite, le cerveau lit des mots écrits en blanc, mais n'en fait rien. Dans un cas comme dans l'autre, vous voyez une activité au niveau de l'aire occipitale qui est située à l'arrière du cerveau, qui montre donc dans sa zone rouge que la personne lit la consigne, mais au niveau du cerveau attentif, l'information est alors transmise à la zone préfrontale, qui est située en avant, qui va prendre la décision d'enregistrer le mot et de transférer cette information à la zone du langage, qui est l'aire de Broca, située juste en arrière, qui permet d'accéder au sens de ce qui est lu et de l'enregistrer dans la mémoire de travail. Pour que la personne soit attentive, il faut qu'elle se focalise sur l'objet de son intérêt, comme vous le voyez sur cette petite fillette qui se met en dehors de tout stimulus visuel ou auditif parasite. Voici un exemple d'attention sélective. Il vous faut retrouver les 8 qui sont mélangés à un ensemble de lettres B. Je vous laisse quelques petites secondes pour les chercher. Voici le résultat. Il vous a fallu d'abord sélectionner dans votre esprit l'image du 8 et inhiber l'image des B. L'attention sélective se comporte donc comme un entonnoir avec un filtre où seuls les objets, les formes, les images, les sons sélectionnés sont rassemblés pour une meilleure concentration.
Voici un exemple de sélection. Vous voyez ici le nom de couleur. Il vous est demandé de repérer toutes les écritures du mot jaune. C'est assez facile. L'épreuve suivante est un peu plus compliquée car elle nécessitera une inhibition. Recherchez à nouveau le mot jaune, mais celui-ci peut être écrit en bleu, en rouge ou en vert. Vous les avez retrouvés? Bravo! L'attention n'est pas permanente, elle est souvent précédée d'une préparation attentionnelle. Elle est activée selon différents niveaux d'état: l'alerte, l'attention soutenue, la vigilance. L'état d'alerte correspond par exemple à l'état d'un sujet suite à une consigne ou un signal avertisseur lui annonçant l'arrivée d'une tâche à effectuer, qui peut être phasique ou tonique. L'alerte phasique correspond à une préparation attentionnelle brève, par exemple celle ici des nageurs prêts à plonger, alors que l'alerte tonique permet de rester préparé pendant une plus longue période, par exemple lorsqu'on est arrêté au feu rouge et que l'on attend qu'il passe au vert. Lorsque le flux d'informations est constant et demande un traitement actif continu de la part du sujet, on parle alors d'attention soutenue, qui peut se définir comme la capacité à maintenir sa concentration pour une période de temps importante. La vigilance. Lorsque la durée des tâches augmente encore, on parle alors de vigilance. Il s'agit de la capacité à maintenir un niveau suffisant et efficace d'attention au cours de tâches monotones ou de longue durée, exigeant par exemple la détection d'événements qui se produisent rarement. C'est bien souvent le cas des animaux qui sont en période de recherche d'aliments, en constante vigilance, de crainte d'être surpris par un prédateur. Les capacités d'attention de l'enfant sont plus évidentes si l'on stimule ses sens, la vue, l'ouïe, le toucher ou d'autres, et l'attention est dirigée par les intentions, les souhaits, vers le but de la tâche à réaliser. Cela implique l'inhibition des pensées ou des actions parasites. L'inhibition se développe grandement entre 3 et 7 ans, en même temps que les changements associés à la maturation cérébrale, tout comme les habiletés liées à l'attention. Être attentif, c'est avoir une perception, comme ce petit garçon qui observe la feuille qu'il tient entre ses mains, une intention, qui est donc de transformer la forme de cette feuille grâce à ses ciseaux, et une manière d'agir qui sera la façon dont il va découper son papier. Ces 3 mots sont précédés donc d'une initiale, P pour perception, I pour intention et M comme manière d'agir, qui est définie par Jean-Philippe Lachaud et l'équipe d'Atoll comme le PIM nécessaire pour capter l'attention d'un enfant. PIM, c'est exactement aussi les initiales des mots pouce, index et majeur. La perception veut dire je fais attention à quoi, l'intention je cherche à faire quoi, et M, la manière d'agir, je fais attention à bien faire quoi. Les capacités attentionnelles ne sont pas tout le temps au maximum. Certains facteurs vont diminuer les possibilités d'attention, d'autres les favorisent. Les facteurs qui diminuent les capacités attentionnelles, au premier rang se trouve le manque de sommeil. Vous savez que la quantité de sommeil diminue, hélas, de décennie en décennie, et que les rythmes de l'enfant ne sont pas toujours respectés. Ses besoins physiologiques ont besoin d'être assouvis, notamment l'hygiène de vie, l'apport nutritionnel adapté et le sommeil. Le deuxième facteur, c'est l'instabilité psychomotrice qui est assez habituelle avant 3 ans
qui peut être autant la cause que la conséquence de l'inattention et en être une comorbidité comme dans le syndrome des troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. Mais nous parlons ici de l'enfant sans trouble spécifique du neurodéveloppement. Une position assise sans que les pieds puissent avoir un appui, l'obligation de rester immobile pendant le cours, ou celle de ne pouvoir aller aux toilettes ou de se dépenser physiquement à la récréation, entraînent une telle tension corporelle que l'enfant s'agite et ne peut se concentrer. Le troisième facteur, c'est l'angoisse, l'absence de contrôle émotionnel, l'insécurité matérielle, mais surtout affective, familiale, la peur de la punition ou du châtiment corporel perturbent sévèrement l'attention. Ces trois facteurs sont tous aggravés par l'exposition prolongée et excessive aux écrans, qui réduit la quantité de sommeil, qui peut effrayer l'enfant et qui peut entraîner ce que l'on appelle facilement la bougeotte par compensation de l'immobilité de son regard fasciné par les écrans. A contrario, la motivation est un magnifique stimulant de l'attention. Celle-ci va se développer avec l'âge. Elle nécessite que les consignes données soient adaptées à son niveau de compréhension. Un enfant trop souvent confronté à l'échec se démotive. La concentration de l'enfant varie aussi avec l'âge. On dit schématiquement qu'elle est de 3 à 5 minutes par année d'âge, de 10 minutes lorsqu'il a moins de 3 ans, 10 à 15 minutes à 3 ans et entre 15 et 30 minutes entre 3 et 6 ans. Enfin, l'intérêt que l'enfant porte à la réalisation de la tâche et à la récompense qui l'accompagne est très stimulante. Nous allons parler ici du circuit de la récompense, qui est un circuit au niveau des neurones de notre cerveau. Ce circuit est très sensible à trois facteurs: la gratification immédiate, la nouveauté, il va être beaucoup plus excité par quelque chose de nouveau, et par l'information. Et la récompense qui est induite par la découverte de ces informations ou de ces choses nouvelles et par la gratification immédiate qui s'ensuit va favoriser les capacités de mémorisation. Le voici sur ce schéma. C'est donc une coupe du cerveau. L'avant se trouve à gauche, l'arrière à droite de votre écran. Si vous suivez le pointillé violet, vous voyez que les entrées sensorielles, visuelles, auditives, kinesthésiques, tactiles, vont arriver au niveau d'une zone qui se trouve en haut du tronc cérébral, juste devant le cervelet, qu'on appelle l'aire tegmentaire ventrale. Cette aire tegmentaire ventrale, stimulée par les entrées sensorielles, va produire une hormone qu'on appelle la dopamine, qui va agir au niveau de deux noyaux importants, le septum d'une part et le noyau accumbens d'autre part, et qui va également atteindre le cortex préfrontal. Nous avons vu tout à l'heure que ce cortex préfrontal est le cortex de la décision, et donc devant quelque chose qui est très plaisant, je prends l'exemple tout simple d'un carré de chocolat pour ceux qui apprécient ça, le cortex préfrontal prend la décision de se saisir de ce carré de chocolat, et si donc on regarde une publicité sur du chocolat, on ira se déplacer, et donc ça c'est les petits pointillés rouges, la sortie motrice, vers le placard où se trouve la tablette de chocolat, et on va en manger. Voici ce qu'est ce circuit de la récompense qui tourne en boucle. Et comme je vous ai dit, il est très intéressé par la nouveauté, donc un carré de chocolat, puis la fois suivante, ça sera peut-être plusieurs carrés de chocolat, parce qu'il faut toujours qu'il y ait quelque chose un peu plus. Et c'est ainsi que de récompense, on peut tout doucement arriver vers une réelle addiction. En tout cas, la récompense est toujours un facteur important pour augmenter l'attention. Cette concentration de dopamine, là que je vous ai montré sur la flèche,
varie dans le temps selon une forme de U inversée. Selon la tâche, elle peut être plus importante ou plus précoce, mais elle est toujours diminuée en amont par la fatigue et en aval par le stress. Lorsque les deux facteurs s'additionnent, c'est difficile d'avoir un état d'alerte et des performances cognitives satisfaisantes. Un peu de stress permet d'atteindre le niveau d'alerte si on est un peu fatigué, trop de stress l'inhibe complètement. Nous allons maintenant évoquer les variations d'attention en fonction du temps, ce que l'on appelle, d'un mot un peu compliqué, la chronobiologie. L'attention de l'enfant varie avec l'âge, on en a parlé tout à l'heure. Vers 2-3 ans, l'enfant est déjà capable d'une certaine attention, mais ses capacités à repérer des objets mélangés, comme on l'a vu sur le tableau des 8 et des B, etc., demandent une attention visuelle qui sera vraiment plus performante vers 4, 5, 6 ans. Quant à l'attention sélective, elle aura son maximum d'efficacité au-delà des 6 ans, vers 6-7 ans. Il faut aussi savoir que dans la journée, nous n'avons pas toujours les mêmes capacités d'attention. Sont représentées ici sur les petits ronds les heures de la journée. Vous voyez qu'en fin de journée et dans la nuit, de 21h à 7h du matin, nous sommes dans une phase creuse où nos capacités attentionnelles sont faibles. En début de matinée, ces capacités augmentent considérablement, puis rediminuent progressivement entre 13h et 15h à peu près, pour être de nouveau dans un excellent état vers 17h, 19h. Ce cycle correspond aussi aux capacités de mémoire, qui vont être bien sûr bien plus performantes dans ces phases du matin ou ces phases de fin d'après-midi. Le matin, ce sera essentiellement la mémoire à court terme qui sera la plus favorisée, alors que la mémoire à long terme bénéficiera de la fin de journée et pourra s'inscrire par la suite pendant le sommeil dans les circuits de mémoire à long terme de notre cerveau. De même, chez l'enfant, ce sont des études qui ont été faites chez des enfants maternels, les performances visuelles sont augmentées plus tôt dans la matinée, les performances auditives le sont plutôt en soirée, enfin en fin d'après-midi. Ce qui est intéressant aussi, c'est de savoir, selon les âges de l'enfant, comment évoluent ses capacités attentionnelles. Chez le tout petit, de petite section de maternelle, les capacités attentionnelles sont bien meilleures dans la matinée. L'après-midi, il a besoin de faire une sieste et il ne faut pas trop stimuler l'enfant dans la fin de journée car il est fatigué de sa journée. Vers 4-5 ans, ces capacités vont forcément aussi diminuer au milieu de la journée, mais vont pouvoir être tout à fait importantes sur la fin de l'après-midi. Chez l'enfant de 5-6 ans, on voit très étrangement que les capacités du matin ne sont pas excellentes et que par contre, à fur et à mesure que l'enfant traverse sa journée, ses capacités attentionnelles augmentent, comme s'il y avait une espèce d'échauffement. Sur l'image de droite, je montre aussi qu'on a fait des études sur les jours de la semaine. Chez les tout-petits, les capacités attentionnelles vont diminuer au fur et à mesure que la semaine se passe, avec un maximum le lundi et un minimum le vendredi. Alors que chez l'enfant plus grand, eh bien, ce n'est pas le lundi où il est le plus performant, c'est plutôt en milieu de semaine. Le lundi, sans doute parce que les rythmes de sommeil ont été perturbés pendant le week-end, il n'est pas capable d'avoir une attention excellente. Vous comprenez donc, et je reprends là une phrase de Jean-Philippe Lachaud, que la maîtrise de l'attention s'apparente à une forme de sens de l'équilibre. Pour qu'un enfant puisse être attentif, il faut d'abord qu'il ait une sécurité affective, comme c'est le cas de cet enfant qui est tenu par sa maman, qui le soutient à la fois physiquement et par son regard, de façon très bienveillante. Il faut aussi que l'enfant il ait un but, vous voyez, qui fixe son regard vers l'objet qu'il veut atteindre. Et vous le voyez pieds nus, ce sont ses sens du toucher, du tact, qui lui permet de sentir le meilleur équilibre. Et c'est à travers tous ces sens que son équilibre va se construire et que son attention va se développer. L'attention, quand elle est partagée,
elle est remarquablement efficace. Ainsi, cette petite fille qui apprend à cuisiner auprès de sa maman, qui va reproduire les consignes de sa maman en faisant avec elle, va vraiment bénéficier d'une attention, d'une concentration et d'une mémorisation de ce qu'elle fait. C'est tout à fait différent de ce que l'on voit dans ces activités multitâches, où là, cette pauvre mère doit préparer le biberon de son enfant, mais également préparer un plat composé de lait, de farine et d'œufs, tout en lisant un livre qui n'a vraiment pas un caractère très attrayant et répondre en même temps à un appel téléphonique. Comme disent familièrement les enfants, c'est mort, elle ne va pas pouvoir être attentive à toutes ces choses-là. C'est peut-être l'enfant qui va pâtir le plus de ces difficultés attentionnelles. Il n'est pas possible d'être attentive à mille et une choses. Il faut mieux séparer chaque activité, un temps pour la cuisine, un temps pour répondre au téléphone. Et il est donc important d'avoir quelques temps de ce que j'appelle une pause. J'ai utilisé ce mot pause pour faire un acronyme. Ce n'est pas un temps où on s'arrête de faire quelque chose, c'est juste un temps où notre pensée va s'échapper un peu de cette attention de façon tout à fait aléatoire en fixant quelque chose qui passe par là, à travers la fenêtre ou lorsqu'on est dehors. Donc une pensée aléatoire, liée un peu au hasard de ce qui se passe. Je l'ai appelée U comme ultra, ce qui veut dire en dehors du cercle attentionnel, souvent silencieuse et qui se reproduit de façon épisodique. L'enfant à l'école a vraiment de temps en temps besoin d'avoir sa pensée qui s'échappe et il faut respecter ça. Comme on le voit sur cette image, le fait que l'enfant ou son cerveau fait une petite pause permettra de repartir de plus belle pour une attention de nouveau soutenue. Il suffit que les enseignants rappellent à l'enfant que là maintenant il faut qu'il fasse de nouveau attention. L'attention demande donc une coopération entre le cerveau et le corps, nous l'avons vu, et entre la personne et son environnement. Et j'ai séparé dans ce mot coopération la partie opéra, parce que là aussi, je voudrais vous donner un petit acronyme qui vous permettra de vous souvenir de ça. Opéra, qui veut dire O comme organisation, P comme Pomodoro, E comme équilibre, R comme rythme et A comme attention. Alors l'organisation, il est important de fractionner en petites étapes. Donc on fractionne et on fait attention une étape après l'autre. Et il est important là aussi que les consignes soient très simples. Le P correspond au mot Pomodoro. Pomodoro signifie la tomate en italien. C'est le symbole de ces anciens minuteurs de cuisine qui permettaient d'apprécier la longueur du temps de cuisson. Il faut s'accorder sur 2 heures des coupures régulières, donc de 30 minutes à peu près, où il y aura 25 minutes d'attention soutenue et 5 minutes de pause, qu'on repart après sur une nouvelle période de 25 minutes d'attention, 5 minutes de pause, ceci 4 fois, donc ça fait 2 heures. Et au bout de ces 2 heures, on s'accorde là une grande pause, ce qui pourrait correspondre aussi aux récréations des enfants, où là, on sort complètement de son ambiance de travail. On va faire un petit tour à l'extérieur. La 3e lettre, le « et », c'est comme le « et » d'équilibre. Pour qu'un enfant soit bien dans sa peau, comme on dit, qu'il ait confiance en ses capacités, il faut que sa vie soit répartie entre différentes phases. Bien sûr, la phase d'attention au travail, s'il est scolarisé, mais qui doit être aussi soutenue par un temps de repos suffisant, par une sécurité affective importante, et qui doit se partager avec des temps de travail, des temps de distraction, des temps de jeu et des temps d'activité physique, voire de sport. Il est important de respecter les rythmes de l'enfant, que ce soit bien sûr ses rythmes de sommeil, sinon il va s'effondrer sur son travail, mais également ses rythmes alimentaires, ses besoins physiologiques, le contrôle de ses sphincters, le fait qu'il ait besoin de temps en temps de bouger, et donc c'est inutile de demander à l'enfant de rester immobile toute la journée, ce n'est pas dans ses capacités.
Enfin, le A de opéra, c'est l'attention, apprendre l'attention. Apprendre l'attention, c'est déjà rappeler à l'enfant que c'est maintenant qu'il faut faire attention. Donc le lui rappeler, soit par des consignes orales, soit par des petits symboles. Et puis de lui dire également que être attentif, c'est également être en lien avec les autres, avec l'objet de son attention et les autres personnes. Il y a plusieurs techniques. L'une qui est importante, c'est ce qu'on appelle, d'un mot compliqué, la métacognition, c'est-à-dire de connaître ses capacités attentionnelles, c'est ce qu'on vient de voir là, et qui est développée avec l'équipe de Jean-Philippe Lachaud dans la structure ATOL, attention, virgule, à l'école, l'attention, ça s'apprend. Les deuxièmes techniques possibles, ce sont les techniques de méditation ou de respiration qui permettent de mieux rentrer dans les phases d'attention ou inversement de relaxation. Et enfin, je prône assez les orchestres d'école, ou les chorales éventuellement, où là on est obligé d'être attentif à ce que l'on apprend, mais également d'être attentif à l'autre, de s'accorder, c'est bien le mot accord en musique. Et on s'est rendu compte sur plusieurs études qui ont été faites notamment aux États-Unis et en Amérique du Sud, que les groupes scolaires qui avaient favorisé les orchestres en milieu scolaire avaient permis aux enfants d'avoir une bien meilleure attention, une bien meilleure mémoire et de bien meilleurs résultats scolaires. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Je vous remercie aussi de vos likes, de vos commentaires. N'hésitez pas à me poser des questions, j'y répondrai très rapidement. Et puis je vous invite vraiment à continuer à faire attention à vous-même, à prendre soin de vous et à faire attention à vos enfants, à nos enfants, qui ont vraiment besoin plus que jamais du soutien des adultes. Et je vous souhaite à tous le meilleur.